Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et dans cet épisode, on va parler de fraude et de crédit. Ben Lala. Ben Lala. Je dis parler de fraude et de crédit, ça va être plus de dossiers de crédit et tout ça qui est alentour de ça. On a eu la chance d'avoir un conférencier vraiment exceptionnel ici au Cégep et on ne pouvait pas ne pas le laisser partir sans venir parler à la gang de Ben Lala. Alors avant de vous présenter notre conférencier, en fait notre invité d'aujourd'hui, Marc, tu es avec moi. Salut Marc. Hey, salut Benoît, ça me fait plaisir d'être avec notre invité d'aujourd'hui. Ben oui, puis merci aussi pour le partenariat avec le Club Entrepreneur pour cette conférence-là. Ben, je pense que ça allait de soi. Tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, fraude, des fois, les entreprises se font avoir. Fait que je pense que ça a donné bien. Là. Oui, puis honnêtement, j'ai assisté, j'ai eu plein en tout cas, j'ai eu plein de flashs, plein de sous-questions que j'avais déjà préparées. Donc, on va y aller avec notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, pour bien vous présenter notre invité de la semaine, il est expert en prévention et en gestion de la criminalité financière. Il est également appelé à commenter dans divers médias du Québec, là, TVA, Radio-Can, LCN, Canal V, Protégez-vous, le 98.5. Bref, il est partout. C'est une sommité au Québec, tant au niveau de la prévention et de la fraude que du dossier de crédit à la consommation. Il est également vice-président pour le chapitre du Québec de l'Institut canadien du crédit depuis 2017, une association professionnelle de directeurs de crédit établie depuis 1928 au Canada, c'est quand même pas rien. Dans le cadre de ses fonctions avec l'Institut canadien du crédit, il est le principal organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à Montréal à chaque année. Il a également œuvré en tant que conseiller en insolvabilité spécialisé dans les cas de fraude de 2004 à 2018 et a conseillé en tant que conseiller stratégique plusieurs regroupements de victimes de fraude entre 2011 et 2023. Il est membre de l'Association of Certified Fraud Examiners. Je ne sais pas, je le dis comme il faut, excusez mon nom. T'as un petit accent anglais. Oui, exactement. Et de l'ASSIS International, chapitre de Montréal, une association professionnelle en sécurité. Donc, il est également membre de l'Association of Certified Financial Crimes. Donc, la CFCS, je m'excuse, tu sais, c'est un balado quand même, on fait un peu d'humour. Mesdames et messieurs, voici M. Sylvain Paquette. Monsieur Paquette, enchanté. Je t'ai soufflé. Oui, bien, je suis membre de plusieurs associations, mais pas nécessairement certifié par ces dernières. Là. OK. Donc, dans ce domaine-là, on essaie d'aller chercher le plus d'informations possible pour être à jour le plus possible. Là, expliquez-moi, M. Paquette, parce que c'est, tu sais, quand on parle de sécurité, quand on parle de fraude, quand on parle de tu sais, dans le fond, de conséquences sur les bureaux de crédit, là, c'est tellement large. Puis, tu sais, c'est tellement rendu épeurant avec tous les outils, tu sais, l'évolution technologique. On fait quoi avec ça? Bien, il faut d'abord établir une hygiène numérique de nos données. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième, c'est de s'éduquer. Parce qu'il y a une célèbre citation du général Sun Tzu, qui était un général chinois, qui a écrit le livre L'art de la guerre au Moyen Âge, et qui disait, si tu ne connais ni ton adversaire, ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont vous attraper, comment ils vont venir à vous, vous allez vous faire prendre à leur filet à chaque fois. Et c'est important aussi de connaître ses propres faiblesses. Donc, généralement, ça peut être l'appât du gain, l'agréabilité, ça peut être un vide affectif. Donc, si on sait de quoi on a une carence, bien, les fraudeurs, là, eux, ils cherchent la faille en toute chose. C'est toujours par là qu'ils rentrent. Donc, si vous avez une faille, ils vont la trouver. Si je comprends bien, la faille, dans le fond, la technologie fait en sorte que c'est plus... ils nous rendent... En fait, on est plus accessible aux fraudeurs, mais ils utilisent nos vulnérabilités personnelles. Voilà. OK. C'est l'ADN du fraudeur. C'est comme ça partout de manière internationale. C'est qu'ils vont chercher, par exemple, un secteur d'industrie. Ensuite, ils vont l'étudier. Ils vont trouver la faille. Ensuite, ils vont se monter une équipe. Puis, ils vont déjouer le plan, tout simplement. Puis, ils vont aller jouer sur les émotions. Oui, mais ils ont plusieurs... Ils utilisent, par exemple, la programmation neurolinguistique et la PNL. Bon, la PNL, c'est une très bonne science. Ça peut être utilisé à des fins tout à fait nobles, mais ça peut être utilisé aussi à des fins
mesquine. Donc, ils utilisent ça, ils utilisent l'hypnose, ils utilisent la suggestion progressive. Ils ont plein de manières là, pour pouvoir manipuler et ils cherchent la faille en vous. Donc, au début, ils vont établir une communication, soit qu'ils vont vous prendre sur un sentiment d'urgence ou à un moment où vous n'y attendiez pas, puis là, ils vont vous injecter une réaction, là, ce qu'on appelle un reactor dans le milieu, et là, vous allez réagir, puis là, ils vont vous prendre sur le coup de l'émotion pendant que vous êtes sur la panique, puis ils vont vous manipuler. L'entreprise Desjardins, même le ministère de l'Éducation se sont fait voler des données sur leurs clients. Comment est-ce que ces données-là, qui se ramassent dans le fond dans le milieu, puis peuvent être utilisées pour des futures fraudes? Bien, généralement, les données vont atterrir dans le dark web. Et là, les fraudeurs vont les revendre. Une identité là, avec le dossier de crédit, plus d'informations personnelles, ça se vend entre 8 et 15 $. OK. Et généralement, dépendamment du pointage de crédit qui vient avec, parce que les fraudeurs vont le fournir, bien, les fraudeurs peuvent aller chercher entre 10 et 30 000 $, puis des fois plus aussi, selon... ça dépend de l'identité sur laquelle ils vont mettre la main. Pour le même dossier. Ça Oui, peut jouer pour entre un dossier. un dossier. Donc, pour eux, évidemment, vous ne pouvez pas acheter une identité à la fois. Il faut qu'ils achètent ça par lot. Hein. Donc, ça nécessite quand même un investissement important. Mais le vol d'identité, c'est vraiment le crime de l'heure. Justement, en lien avec ça, le fameux vol d'identité, à partir du moment où c'est disponible et que les fraudeurs ont vérifié, dans le fond, parce que je présume qu'ils ont fait une vérification du bureau de crédit pour avoir le pointage, de quelle façon qu'ils procèdent? Ils font-ils une vérification chez Equifax, chez TransUnion, ou c'est vraiment déjà documenté? En fait, ils avaient trouvé une faille qui était 2 entreprises, qui étaient Credit Karma et Borrowell. Okay. Ce sont des revendeurs de fiches de crédit. Okay. Et ces compagnies-là sont spécialisées, par exemple, c'est qu'ils vont vous donner votre pointage gratuit, mais en contrepartie, ils vont vendre votre profil à des institutions financières pour des cartes de crédit. Donc, il y avait des questions de sécurité qui étaient posées là. Et les fraudeurs, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient sur, par exemple, le site de Credit Karma, se faisaient passer pour la victime et tiraient son dossier de crédit de cette façon-là. OK. Donc, tout est une question de validation, finalement, de demande, et ainsi de suite, puis de failles de sécurité. Dans le cas de Desjardins, il faut dire d'une part que Desjardins ils ont été très novateurs dans la façon qu'ils ont réagi. Et les fraudeurs qui avaient en main les relevés bancaires, bien, voyaient la compagnie de téléphone, les paiements, il y avait beaucoup d'informations là, qui leur ont permis facilement d'entrer à travers Credit Karma. Maintenant, depuis ce jour, eh bien, Credit Karma a renforcé, évidemment, les accès, mais les fraudeurs sont toujours là pour trouver les failles. OK. Comment est-ce qu'une entreprise peut se protéger, en quelque sorte, des attaques des fraudeurs ou des tentatives de fraude? Bien, encore là, c'est toujours l'éducation. Hein. C'est pour ça que nous, on offre des formations là, à l'Académie, justement pour apprendre à se protéger. Mais il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'appliquer des règles de sécurité, de cybersécurité. Il faut protéger toute forme d'intrusion, des pratiques aussi avec les employés, là, notamment avec les clés USB, avec les sites qu'on va visiter, les courriels. Dans les courriels, 92% des fraudes dans l'entreprise proviennent d'hameçonnage. Donc, ce sont des courriels qui sont envoyés dans lesquels il est dit « veuillez réinitialiser votre mot de passe sur le compte Banque Royale. » Alors, si quelqu'un s'y attarde pas à vérifier comme il faut, la page est un copier-coller de celle de Banque Royale. Alors, la victime va cliquer dessus, va rentrer toutes les données et la personne va se faire pirater à ce moment-là. C'est quoi les fraudes qui reviennent le plus souvent? Le Centre antifraude du Canada donne à chaque année un top 10 des fraudes. Ceux qu'on voit les plus populaires, là, par exemple, les fraudes en investissement, donc investissement à la crypto-monnaie, dans des entreprises, les fraudes amoureuses, où on voit que les victimes, en moyenne, se font escroquer 48 000 $. En 2018, c'était 28 000 $. Là, on parle de 48 000 $. Donc, en ce moment, il y a des gens qui envoient 200 $, mais il y en a qui envoient 200 000 $. Et les fraudeurs, là, ils n'ont vraiment pas froid aux yeux. Et ils appliquent aussi une méthode, pour certains d'entre eux, là, qui s'appelle, en anglais, on dit du pig butchering, ça veut dire de la boucherie de porc. C'est qu'ils vont s'acharner sur la victime à l'escroquer avec plusieurs stratagèmes de fraude jusqu'à ce que la mort financière soit... jusqu'à temps qu'il l'ait vidé. Jusqu'à temps qu'il l'ait vidé, là, qu'il l'ait vidé de son sang dessus ce qu'il pouvait. Donc, déjà, la victime de fraude amoureuse qui a un vide affectif,
va subir une blessure émotionnelle, psychologique, une blessure financière, mais en plus, ça peut la conduire jusqu'à la faillite. Donc, c'est très grave. Là. J'ai justement vu un reportage à JA sur ce genre de fraude-là qui parlait justement d'un gars qui était en République dominicaine, qui a vécu un stratagème de fraude physique, ainsi de suite. Et c'était. Puis l'homme en question, il s'était fait comme embarquer dans une histoire. Dans le fond, il était tombé amoureux de. Oui. Je ne sais pas si vous savez de quel cas que Je me souviens d'avoir lu là-dessus. Ça a passé à JA et le gars, on a vraiment senti l'homme en question une détresse psychologique importante. Puis tu te dis, le gars, il n'y a plus rien. Là, il vient de se faire avoir au niveau émotionnel. Oui. En plus, il se fait vider tout ce qu'il y a. Puis c'est gênant. Puis le gars, il en parlait parce qu'il disait, moi j'en parle parce qu'il faut pas avoir peur non plus d'en parler, mais c'est sûr que, quand tu dis que tu es tombé en amour, tu fait faire les poches en même temps, ça doit pas être évident pour quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit tomber. Tomber en amour. C'est la même chose aussi pour les personnes âgées qui se font avoir, puis qui se font avoir une fois, 2 fois, 3 fois. Je veux dire, à un moment donné, on est censé, on se dit, ça se peut pas arriver, ça peut arriver rien qu'une fois, on va être assez brillant pour dire non. Puis, sauf que... Les personnes âgées sont plus vulnérables avec la technologie parce qu'ils la maîtrisent moins. Moi, mon propre père s'est fait avoir là, cette année dans une fraude sur Marketplace. Puis pourtant, mon père, là, c'était un homme qui était un vite, là, il a l'esprit vif, puis lui, on n'y en passe pas une, là, mais il s'est fait prendre. Et pour lui, là, ça a été très difficile d'accepter ça, la honte qu'il avait par rapport à ça et la frustration qu'il a vécue. Là, pour lui, je dis, ouais, on passe, c'est juste 3500, c'est pas grave, regarde, tu vas te refaire. Mais pour lui, là, ça a été très difficile. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, quand tu sais que. Puis, je présume que votre père est au courant, tu sais. Ben oui. J'espère qu'il écoute quelques balados, Il écoute émissions. toutes mes émissions. Il y a toutes vos émissions. Oui. Si on s'aperçoit, si on a un doute, tu sais, ou si on est pogné dans l'engrenage, puis qu'on sent que c'est pas normal, c'est quoi les moyens qu'on a pour, dans le fond, valider, s'en sortir, se protéger? Oh, bien, les victimes, souvent, le problème, c'est qu'ils sont dans le déni. Je me suis occupé d'un groupe de victimes qui était l'affaire Lovaganza. Ça a passé à JA, entre autres. Et c'est des gens qui ont investi dans un film qui devait avoir lieu en 2015 avec une chaîne humaine qui devait faire le tour du monde. Et on avait des preuves. L'AMF s'était prononcé, disait que c'était frauduleux. On disait aux gens que c'était frauduleux, mais les gens étaient dans le déni. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit « J'ai mis 50 000 ». Et là, il m'a appelé, puis il me dit « J'ai mis 50 000, je ne sais pas quoi faire, là, je découvre que c'est une fraude et tout ça ». Et les fraudeurs, ce qu'ils lui ont dit « Mais là, si tu ne mets pas d'autre argent, ton 50 000, tu vas le perdre ». Alors, il a continué jusqu'à la somme de 300 000. OK. Et pourtant, il savait au fond de lui, mais il n'a pas écouté sa petite voix intérieure. Alors, le choc est encore plus brutal, mais les gens sont dans le déni, puis ils ne veulent pas le reconnaître. Et ça, c'est une grosse problématique. En même temps, il dit, moi, j'ai déjà perdu 50 000. Je veux le récupérer. Fait que si je veux le récupérer, il faut que je rajoute 1 000, 10 000, 15 000. Oui, puis le plus bel exemple, là, mon père, quand il a subi ça, là, il m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait acheté un motorisé sur Marketplace. Là, je dis, voyons, père, est-ce que tu es au courant? Non, je sais ce que je fais, j'ai vérifié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourtant, c'était une fraude. Et là, je disais, père, c'est une fraude. Il a appelé ma soeur, elle a dit, père, c'est une fraude. Il a appelé une autre personne, ils ont dit, c'est une fraude. Il a continué, il a quand même envoyé l'argent parce qu'il était motivé par l'appât du gain. Il venait de trouver le deal du siècle, un motorisé pour 3 500 $ qui en valait 30 000. Puis là, il avait parlé avec la madame qui avait dit « Ah ben, mon mari est décédé, moi je suis il était militaire, moi je ne sais pas conduire ça. » Lui, là, il voyait l'opportunité du siècle de l'acheter puis de le revendre puis de l'éclairer toutes ses dettes. Donc, il était motivé par l'appât du gain. Et c'est ça qui l'a trahi. Oui, c'est la fameuse appât du gain. Puis peut-être que c'est un indice, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais quand tu achètes quelque chose, puis que c'est vraiment soit en dessous du prix ou que c'est vraiment une opportunité en or, c'est trop alléchant. C'est pas un indice que ça peut être une possibilité de fraude. Ah oui, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est pas vrai. Ah ben, mais ça, retenons-le. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est pas vrai. Et une faiblesse que nous, les Québécois, on a, c'est notre agréabilité. On est gentil. Donc, les fraudeurs nous appellent, on ne se méfie pas, on est gentil. En fait, on devrait être là, très presque agressif dès qu'on tout de suite qu'on nous achale. Puis même quand on se méfie, Oui. on reste gentil pareil.
Ben oui. On reste poli. On reste poli. puis- Mais je vous raconte une petite anecdote, on a le temps. J'étais en voiture cet été avec mes 2 garçons, puis je reçois un appel. Et c'est un appel en anglais. Puis normalement, tu sais, souvent en anglais, puis la première chose que je dis, c'est « Do you speak French? » Parce que, tu sais, je me dis, si c'est un service ou quoi que ce soit, je me dis qu'ils vont me parler du moins en français, tu sais. Et là, finalement, quand je réponds, je savais que c'était pas... tu sais, on fait de la location court terme dans un secteur, tout ça. Et c'est un visiteur, c'est un voyageur. C'était vraiment une vraie personne. Alors, puis là, j'ai mon plus jeune qui se met à parler en anglais, commencer à dire des niaiseries à la personne comme si c'était un fraudeur. Je dis, hey, wow, c'est assez. Parce que quand on reçoit des appels bizarres, moi, je m'amuse à les challenger. Faut pas faire ça. Non? Non, à cause du swatting. C'est quoi le swatting? Le swatting, c'est que certains fraudeurs, lorsqu'ils sont contrariés, ils vont prendre une application qui va déguiser le numéro de téléphone. Donc, il va prendre votre numéro de téléphone, ils vont appeler le 911 et simuler une prise d'otage ou un meurtre qui est en train d'être commis chez vous. Bah! Alors, pendant que vous allez être assis dans la cuisine tranquillement à manger du craft dinner, le SWAT va débarquer en rentrant dans la maison. Ben voyons donc! Fait que Benoît, si jamais la police débarque chez vous, pose-toi pas de questions. Il y a une série sur Netflix là, qui raconte ça, justement. C'est l'heure et quelque chose. Là. OK. Et il y a eu des gens qui ont été tués à cause de ça. Ben voyons donc! Et ça s'est arrivé même ici à Ottawa, à Montréal. Il y a eu des cas comme ça de swatting. OK, donc on raccroche. On raccroche, Raccroche. on va pas plus loin. Hey, j'ai comme un mauvais feeling tout d'un coup, là. Est-ce que vous croyez que les autorités sont pas assez sévères avec ceux qui commettent des fraudes au Canada? C'est sûr que les sentences sont bonbons. Hein. Le gouvernement canadien, c'est un bon gouvernement, mais qui n'est pas proactif, il est réactif. C'est-à-dire que tout acte est réputé de bonne foi au Canada. Pendant des années, on a vécu dans la ouate, puis les fraudes, c'était pas grand-chose, c'était un petit pourcentage, puis on pouvait vivre avec ça. Mais aujourd'hui, les fraudeurs auxquels on doit faire face, bien, si on parle juste au Canada et aux États-Unis, il y a 33 000 organisations criminelles. OK? En Europe, il y en a 5 000, puis dans le monde entier, ça dépasse le 200 000. Après ça, il y a des organisations terroristes qui se financent avec le vol d'identité puis la fraude en ligne. On parle de 70 organisations terroristes. Après ça, il y a des gouvernements qui font l'objet de sanctions économiques de la part du Canada, qui, eux, vont engager des pirates informatiques pour attaquer la population canadienne et nous affaiblir économiquement. Et ensuite, on a le jeune dans son sous-sol à Laval qui boit 12 cannes de Red Bull par jour puis qui gagne toute la journée, puis que, comme passe-temps, il décide de faire de la fraude en ligne. Fait que ça, c'est ce dont on doit faire face aujourd'hui. Puis il n'y en a pas un là-dedans qui a le même objectif nécessairement. Non, voilà. Donc, la fraude là, est à nos portes, est dans nos maisons, elle est partout autour de nous. C'est impressionnant de voir que, justement, tantôt en introduction, on parlait que, tu sais, avec la technologie, on se rend plus vulnérable en quelque sorte. Dans la façon de réagir face à ça, tu sais, tantôt, je vous expliquais, tu sais, moi, comment je leur réponds. Mais, tu sais, quand ça se passe par courriel, quand ça se passe moi, je me dis ça, dans les autres moyens, y a-tu des réflexes qu'on doit absolument avoir pour se protéger, pour dire, ben moi, là, je ne me ferai pas poigner? Ben oui, vous pouvez vous enfermer dans le bois puis pas avoir de téléphone. OK, donc on est à risque tout le temps, là. On est à risque tout le temps. Mais la première chose là, que les gens devraient s'intéresser et étudier, c'est sur l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est une technique de manipulation, soit pour des fins d'escroquerie, pour des fins militaires, des fins économiques ou des fins politiques. Donc, c'est une façon qu'on va manipuler les gens. Je vous donne un exemple. Si je te demande... ça vient d'où les œufs puis du bacon? Pourquoi qu'on mange des œufs puis du bacon pour déjeuner? Ben, ça vient des cochons. Puis dans Ben, le temps des fermes. Mais le pourquoi? C'est parce que les parents étaient là avant puis ils en mangeaient, puis les grands-parents ils en mangeaient, non? Ça vient pas de là. Ça vient de En où? fait, ça vient d'une fraude qui a eu lieu dans les années 25. OK. C'est qu'il y a un type aux États-Unis qui s'appelle Édouard Bernays. Il est mort en 95, je pense, à 108 ans. C'était le neveu de Sigmund Freud et c'était un spécialiste en ingénierie sociale. Il a écrit plusieurs livres. Son plus populaire était Propaganda. Et ces livres ont servi même au ministre Goebbels de la propagande nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Troisième Reich s'est inspiré des techniques de manipulation
d'Édouard Bernays. Et dans le domaine des industries, comme l'industrie du tabac, l'industrie pharmaceutique, plein d'industries qu'il y a eu aux États-Unis dans l'essor des années industrielles, 1930, 40, 50, se sont servis de l'ingénierie sociale pour prendre de l'expansion sur le marché. Puis les œufs et le bacon, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un producteur de porc et de volaille qui est allé voir Édouard Bernays, qui a dit « Moi, je voudrais conquérir le marché. » Donc, Édouard Bernays et lui sont allés voir un médecin. Et ils ont demandé quel serait... Là, ils ont montré une assiette là, avec du porc, du bacon. Puis ils ont dit quel serait un déjeuner riche en apports caloriques et qui serait bon pour la santé. Donc, le médecin a donné ses recommandations. Et ils ont dit, bien, est-ce que ça rentre là-dedans? Le médecin a dit oui. Alors, il dit, faites-moi un écrit comme quoi que ça constitue un déjeuner qui est bon pour la santé. Ils ont fait ça avec un médecin puis avec 2 médecins. Ensuite, ils ont acheté une page dans le New York Times. Et là, c'est là que la fraude s'est produite. C'est qu'ils ont dit qu'il y avait 4000 médecins aux États-Unis qui étaient d'accord pour dire que manger des œufs et du bacon, c'était bon pour la santé. Mais là, il y en avait 2. 2. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que tous les hôtels aux États-Unis ont commencé à commander des œufs et du bacon. Ça a parti comme ça. La même chose avec les salons dans nos maisons. Les salons, ça vient d'une fraude. Ça n'existait pas avant 1930, un salon dans une maison. En fait, ce sont les compagnies de piano qui ont passé par Édouard Bernays, qui est allé voir les architectes et qui a demandé de dessiner une pièce dans les maisons pour que la famille se réunisse autour des pianos. Et même chose aussi, le plus bel exemple, ça c'est très connu, c'est que dans les années 30, il y avait les suffragettes, qui étaient des femmes qui militaient pour les droits de vote. Et Édouard Bernays, en fait, les compagnies de tabac voulaient conquérir le marché des femmes, parce que dans ce temps-là, les femmes ne fumaient pas. C'était viril, c'était juste les hommes. Alors, Édouard Bernays, par le biais des compagnies de tabac, est allé voir les suffragettes et leur a dit, écoutez, vous, là... vous n'avez même pas le droit de vote, personne ne veut vous entendre. Moi, je suis prêt à faire un deal avec vous. À la Saint-Patrick, vous allez descendre dans les rues, vous allez manifester. On va s'arranger avec les journalistes et quand ils vont vous prendre en photo, vous allez sortir une cigarette et l'allumer et dire que ça, c'est la torche de la liberté. Et là, ça l'a paru dans les journaux partout à travers le monde. Okay. Et les femmes qui ont vu dans les journaux, les femmes qui disaient la torche de la liberté, bien, les femmes ont associé ça avec liberté, donc ils ont commencé à fumer. Oh, Donc, les escrocs, aujourd'hui, la fraude, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces techniques d'ingénierie sociale pour manipuler. Donc, par exemple, je vous appelle, je vous dis bonjour, rappelle-moi ton prénom, c'est Benoît. Benoît. Bonjour Benoît, mon nom est Sylvain XYZ, BMO Mastercard. Je vous appelle aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de commander une carte de crédit en Alberta sur votre nom. Alors, pour des fins de sécurité, on voudrait bloquer le fraudeur, mais on aurait besoin de vous identifier. Alors là, pour gagner ta confiance, je vais te donner ton adresse et par la suite, je vais te demander tous les renseignements personnels que j'ai de besoin. Alors là, je t'attrape sur le coup d'urgence, tu es en train de sortir les sacs d'épicerie, tu veux collaborer avec ta banque, tu dis « Hey, je vais arrêter un fraudeur ». Mais en fait, tu parles directement au fraudeur. Alors, il va prendre toute l'information et ensuite, il va dire « Merci beaucoup d'avoir contribué à la répression du crime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rappeler sur le numéro, sur l'afficheur de BMO. » Mais quand ça arrive, on fait quoi? En fait, si mettons que donne... quelqu'un m'appelle, le BMO m'appelle, puis je fais quoi? Je dis, rappelle-moi, je peux-tu te rappeler? Oui. En fait, on ne donne jamais aucun renseignement personnel à un numéro appelant. On dit, je vais vous rappeler. Vous raccrochez et vous téléphonez au numéro direct. Même chose quand vous recevez un courriel là, d'Equifax qui vous dit, par exemple, que votre compte a été compromis ou que votre pointage a baissé, n'allez pas cliquer sur le lien qui est dans le email là, pour aller vous connecter sur votre compte. Ne faites jamais ça. Vous allez sur le site d'Equifax, vous vous connectez à partir de là. Comme ça, vous êtes certain que vous n'êtes pas sur une page d'hameçonnage. Ah, c'est intéressant parce que, je vous raconte, ça m'est arrivé, je pense, c'est là un an et demi. Moi, j'ai des alertes sur mon compte. Et là, j'ai une alerte. Une ouverture de compte, c'est fait sur... en fait, on a un signalement d'une ouverture de compte. Fait que là, j'étais en train d'enseigner. Tu sais, je regardais mes courriels. Puis là, à pause, je me logue sur mon dossier Equifax. Et là, je vois ouverture d'un compte de banque à la banque TD. Alors, crime. Je suis pas à la banque TD, moi. Donc, je finis mon cours, toute la quête. Après ça, j'appelle tout de suite à la banque TD. Je dis « Bonjour, Benoît Rochefort. Ça a l'air, j'ai ouvert un compte chez vous. Puis ça apparaît dans mon bureau de crédit, puis je suis pas au courant. Donc là, ils m'ont donné un rendez-vous. Je me suis présenté en succursale assez rapidement.
Et là, je suis assis devant la personne, puis là, la madame, elle me dit oui, Benoît Rochefort, là, elle me donne mon adresse. En fait, elle valide mon adresse, elle valide ma profession. C'est quoi votre profession? Tout est correct. Puis là, elle me valide le lieu de l'emploi. Elle dit vous travaillez où? Fait que là, je lui dis où c'est que je travaille. Et là, c'est là que ça a commencé à bugger. Parce que là, c'était pas C'était pas la bonne place. C'était pas la bonne faux place. emploi, Et là, on a commencé à. Puis là, je l'ai vu changer de face, ainsi de suite. Et là, ben dans le fond, elle a fait une procédure pour fermer ce compte-là. Puis tout bloqué au complet. Moi, j'ai fait un signalement Equifax. Je ne sais pas si j'ai fait de la bonne chose, mais on a fait un signalement Equifax et à TransUnion sur d'avoir une alerte de tentative de fraude. Et là, puis c'est dans une période où on a reçu une lettre aussi de la part du ministère de l'Éducation, comme de quoi qui ont eu une fuite de données. Donc, c'était comme, OK, je pense qu'ils se sont essayés. Puis finalement, j'ai fait un signalement à la police. Donc, je suis allé faire une déposition. Puis là, même si je considère que j'ai perdu du temps, au moins ils l'ont documenté. On ne perd jamais de temps parce qu'on ne sait pas, durant les 5 prochaines années, qu'est-ce que les fraudeurs peuvent faire avec cette information-là. J'ai vu un cas, moi, d'une madame qui s'est fait, c'est une amie, en fait, qui s'est fait, comme ça, usurper son identité. Il ne s'est rien passé pendant quelques années. Jusqu'au bout de 3 ans, elle reçoit un avis de cotisation du fédéral qui lui réclame 40 000 $. OK. Là, elle dit, ça sort d'où, ça? Et là, après ça, c'était le bordel total, puisque, en plus, elle travaillait au fédéral, donc elle avait le système de paye Phoenix, donc elle avait des problèmes. Et là, elle se retrouvait avec une saisie de salaire. Et là, elle disait, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi. Donc, il a fallu engager un détective privé qui est allé voir parce qu'ils lui ont dit, bien, madame, vous avez travaillé à Vancouver dans une entreprise. Elle dit, je ne peux pas être à 2 places en même temps. Mais elle dit, madame, vous pouvez faire du télétravail. Donc, on a dû aller chercher la preuve là-bas et les caméras de l'entreprise démontraient que la personne, c'était pas du tout elle, là, c'était une personne d'origine asiatique. Donc, on a pu démontrer à l'Agence du revenu mais c'est elle qui avait le fardeau de la preuve, là. Donc, on a pu le démontrer, puis finalement, elle a été remboursée, mais ça a duré 3 ans. OK. Donc, mais ce qui a aidé, c'est qu'elle avait fait son rapport de police. Alors, si elle ne l'aurait pas fait, ça aurait été beaucoup plus difficile. OK. Donc, c'est important, quand on vit quelque chose, on le signale. Oui. Un peu comme la fausse avocate, là. Vous avez sûrement vu l'histoire de la fausse avocate. Tu voyais ses photos, tu te dis, c'est une belle avocate. Mais quand tu voyais le réel, tu te dis, oh, tabarnouche! C'est pas pareil. OK, on fait un peu de... Je poursuis dans mes questions. Abordons maintenant un peu plus le volet un peu de crédit. Oui. Dans le fond, c'est quoi un bureau de crédit, puis comment est-ce qu'on peut gérer ça en quelque sorte? Un dossier de crédit, c'est l'ensemble des informations sur nos habitudes de paiement qui sont cumulées dans ça. C'est les entreprises qui détiennent ces informations-là sont des agences d'évaluation de crédit, qui sont des entreprises privées, qui sont cotées en bourse. Notamment, il y a Equifax et TransUnion. Ce sont 2 entreprises. Equifax, c'est la plus vieille. En fait, eux sont arrivés en 1899. Oh. Donc, ça fait très longtemps. Par contre, ils ne portaient pas ce nom-là. À cette époque-là, ça s'appelait Credit Retail Company. Et TransUnion, eux, sont arrivés en 1969. Et eux étaient dans le domaine des réservoirs de carburant pour le domaine de l'automobile. Donc, ils ont changé de ligne complètement, oui. Puis TransUnion sont dans plus de 24 pays aujourd'hui, puis Equifax dans à peu près 15 pays. Donc, ce sont des agences qui ont quand même beaucoup d'expérience dans ça. Ils offrent des pointages aussi, des algorithmes. Il y a certains pointages même qui sont achetés par d'autres entreprises, là, comme FICO, par exemple, qui est Fair Act Corporation, qui est une firme américaine qui fait des algorithmes de pointage. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et ce qu'on va retrouver sur nos dossiers de crédit, c'est tout ce qui est en lien avec nos renseignements nominatifs, donc ça sert à nous identifier, et les renseignements sur nos habitudes de paiement. Donc, nos REER, ces affaires-là, ça n'apparaît pas sur nos dossiers de crédit, seulement les fournisseurs de crédit avec lesquels on a des ententes. Pourquoi il y a une différence? Parce que je remarque des fois quand je sors mes bureaux de crédit d'un côté ou de l'autre, je vois souvent une différence de score. Oui. Pourquoi que c'est comme... Il faut savoir que... et ça, peut-être, ça peut aider vos auditeurs, là. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Mercrédits, MER-crédit, et j'ai une vidéo là, qui explique tous les algorithmes de pointage, comment ça fonctionne. Parce que dans la tête du simple profane, les gens pensent qu'il existe un seul pointage. Mais en fait, quand vous allez sur le site d'Equifax et TransUnion, le pointage qui est là, il est pour des fins éducatives seulement. Donc, c'est un pointage qui est large. OK? Alors que Equifax, par exemple, ils ont des algorithmes de pointage qui sont adaptés pour différents secteurs d'industrie.
un pour l'automobile, selon le comportement qui est établi par des actuaires, selon le comportement des consommateurs lorsqu'ils sont en défaillance. Ils ont un pointage pour le domaine immobilier, pour l'hypothécaire. Ils ont un pointage pour les cartes de crédit, un pour les prêts personnels, un pour les prêts de véhicules de ferme. Donc, ils ont plusieurs types de pointages. Et chacun varie. En moyenne, c'est entre 300 et 900, mais les critères de risque sont différents d'un à l'autre. Alors que Equifax, eux, ils vont détenir maintenant jusqu'à 10 ans d'informations. Et TransUnion, eux, sont moins performants au niveau des pointages, mais par contre, vont détenir jusqu'à 20 ans d'informations en arrière. 20 ans. 20 ans, oui. Quand même. Donc, si je veux faire nettoyer ça, j'appelle mon ami Yannick, puis il m'arrange ça. Oui, justement, Yannick a suivi une formation qui est accréditée par l'AMF qu'on donne. Nous, c'est une formation accréditée en courtage hypothécaire et ça permet aux professionnels de pouvoir accompagner les consommateurs à corriger le dossier de crédit en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels, parce qu'il existe une démarche légale pour le faire qui est encadrée par la loi. Mais si vous tentez de le faire vous-même avec le formulaire gratuit d'Equifax ou TransUnion, ça fonctionne, mais souvent, les résultats prennent beaucoup de temps ou si vous n'avez pas adressé votre demande de la bonne façon, bien, elle va se voir refuser. Alors que l'autre, vraiment, c'est encadré par la loi, puis c'est très bien fait. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, Yannick Simard, c'est lui qui, dans le fond, qui nous a donné le privilège de vous rencontrer, de vous avoir dans l'entrevue. Oui. Donc, Yannick, je veux juste ouvrir ton micro. Fais juste nous dire ton entreprise, s'il te plaît. Ça s'appelle solutioncorrectioncrédit.com. Solutioncrédit. Solutioncorrectioncrédit.com. Parfait. Merci beaucoup, Yannick. Je savais que j'allais être capable de te faire parler. Alors, poursuivons. Non, mais c'est de l'information importante parce que... mais là, je voudrais savoir, tu sais, là, on parle de dossier de crédit, tu sais. Qu'est-ce qui peut... Parce que, tu sais, on a beaucoup de jeunes, ça, dans le niveau du cégep, puis quand on leur parle de dossier de crédit, bof, pas important pour eux autres, là. Qu'est-ce qui va là-dedans? Y a-t-il des affaires qui peuvent arriver qu'ils fassent là, puis tantôt, quand ils vont arriver pour acheter leur auto, leur maison, bien, ça a un impact? Les informations, par exemple, de téléphonie cellulaire vont y apparaître. Donc, les habitudes de paiement du compte de téléphone, ça va apparaître. Alors, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut tenir compte. Et lorsque vous avez un retard, soit sur votre compte de cellulaire ou sur une carte de crédit, par exemple, on parle d'une chute de points qui peut jouer de 65 à 110 points, dépendamment de l'âge du compte. Puis même si c'est une carte de crédit de 1 000 oui. carte de crédit. Et récupérer ces points-là, ça va prendre 6 ans. Donc, ça a un impact. 6 ans? Oui, ça a un impact majeur. Ah, ouais. Fait que si t'as passé 2-3 paiements de téléphone, t'as oublié de payer ta carte de crédit 2 fois... T'es mieux de ne pas t'acheter de maison tout de suite. Donc, non, mais ça, à partir de là, est-ce qu'il y a une façon que la personne pourrait corriger ou faire monter son bureau de crédit sans tomber dans une pensée magique? Là? Bon, on ne peut pas effacer ce qui est de fait et qui est vrai. Ça, c'est sûr. Mais on peut l'améliorer. Donc, comment on peut améliorer un dossier de crédit? C'est en démontrant qu'un nouveau créancier nous a fait confiance et qu'on a rectifié le tir. Maintenant, on a une habitude de paiement depuis 24 mois qu'on paye bien. Donc, si pendant 24 mois après le dernier dérogatoire, la personne a eu un compte avec un fournisseur de crédit, a bien remboursé, ça va améliorer, mais on ne récupérera pas l'ensemble des points qu'on a perdus. OK. Non, c'est important parce que ça, si on ne démystifie pas ça pour les jeunes, dans laquelle on apprend à avoir des bonnes habitudes. Il faut savoir aussi que 79 des dossiers de crédit ont des erreurs dedans et que dans 25 des cas, ces erreurs-là vont conduire à des refus systématiques. Qu'est-ce qui cause ces erreurs-là? D'une part, ce n'est pas Equifax, c'est TransUnion. Bon, à l'occasion, des fois, oui, mais généralement, c'est les consommateurs qui ne mettent pas à jour leur information personnelle auprès de leur fournisseur de crédit. Et ensuite, il y a bien évidemment les institutions financières aussi qui font des erreurs. Et il y a les cessions de créances, il y a les sous-traitants aussi, parce que des fois, les institutions financières, quand on parle, par exemple, d'insolvabilité, faillite ou proposition, ce n'est pas traité à l'interne. C'est envoyé vers des compagnies tiers, des sous-traitants qui sont Bankruptcy Highway, FCT Solutions. Donc, le dossier est rapporté tout croche au dossier de crédit. Et là, on parle de 100 d'erreurs dans les cas de dossier d'insolvabilité. Donc, ça nécessite de corriger les erreurs avant même de pouvoir réhabiliter. Parce que si on essaye on rajoute 2-3 cartes de crédit pour ne pas corriger les erreurs, c'est comme rajouter de l'eau dans de la soupe qui goûte le brûlé. Elle va continuer de goûter le brûlé, ça ne changera rien. Donc, il y a des éléments importants à apporter. Pourquoi, tu sais, des fois, quand on consulte notre dossier de crédit, là,
il y en a qui consultent notre, Oui. notre dossier de crédit. Puis que là, ils disent, il y a comme une zone qui nous disent, OK, il n'y a pas d'incidence sur la... Oui. Ça veut-tu dire que n'importe qui peut consulter notre dossier de crédit? Non. Ça prend le consentement pour pouvoir y aller. Maintenant, quand vous signez un consentement avec une institution financière, bien, dans ce consentement-là, il y en a 3 qui sont dissimulés là. Il y en a un premier en vertu de l'article 1398 du Code civil qui dit qu'on est apte et sain d'esprit à contracter. Celui-là, on ne peut pas le révoquer parce qu'il est manifeste au moment où il est donné. Le deuxième, c'est en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels qui permet à l'institution financière de rapporter l'information jusqu'à ce que l'objet du dossier soit accompli. Fait que si c'est un prêt de 5 ans, elle peut le rapporter pendant 5 ans. Puis, un troisième consentement pour des fins de partage publicitaire avec des filiales et tout ça. Donc, pour des raisons de marketing. Ce consentement-là, lui, peut être révoqué. Et là, à ce moment-là, ça empêche l'institution financière de sortir impunément le dossier de crédit plusieurs fois par année parce que là, ils sortent un nouveau produit puis ils veulent vous préqualifier. Donc ça, ce consentement-là, généralement, on peut le révoquer. Il y a souvent une petite coche, un carré qui dit non, je ne désire pas être sollicité. Je ne savais pas ça. Parce que des fois, tu te dis, OK, pourquoi mon dossier il a été regardé? D'ailleurs, je vais appeler mon ami Yannick Simard qui va m'aider à démystifier ça. Je pense qu'on va s'amuser, on va faire un test avec ça, Yannick, puis on va faire un balado là, sur le crédit. C'est que tu en penses? C'est bon, merci. Poursuivons, dans le fond, avec le crédit. Pour un jeune qui débute sa vie, ça serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez lui donner dans la gestion de son crédit? Bien, d'une part, ça prend un minimum, ce qu'on appelle les standards de crédit établis, là, c'est d'avoir un compte de crédit actif depuis au moins 24 mois. Avec au moins entre 3 500 et 5 000 $. Donc, ça peut être 2 comptes. Hein? Donc, un compte, une carte de crédit, un prêt REER ou un petit prêt personnel. Éviter là, tout ce qui est produits de consommation, prêts à paiement différé, tu sais, les trucs achetés aujourd'hui, payés tout le temps. Là. Se tenir loin de ça. Payer tout le temps. Choisir les institutions avec qui on fait affaire. Ne pas aller vers des compagnies de finances à haut taux d'intérêt. Privilégier les institutions financières, les caisses populaires aussi. Donc ça, là, c'est une pratique à faire. Et éviter de prendre trop de crédit parce que le crédit, c'est un instrument temporaire. On est censé l'utiliser à court terme et le rembourser rapidement. Mais malheureusement, les gens se mettent à reporter les paiements puis à vivre finalement sur le crédit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu... Tu sais, il y a quelques années, je me souviens quand j'étais dans le commerce de détail, c'est ce qu'on faisait. Tu sais, regarde, ça va être ça ton montant que tu vas payer par mois. Donc, tu sais, puis tu le reportais, puis c'était 2 ans, c'était 4 ans, c'était 10 ans. Moi, j'ai un ami là, qui a le meilleur pointage que j'ai vu de ma carrière. Là. Et quand je regarde son dossier de crédit, ça fait 30 ans qu'il reste à la même place, 30 ans avec la même femme, 30 ans, même job, 30 ans, les 2 mêmes cartes de crédit, solde à zéro, aucune demande de crédit dans les 3 dernières années, puis pas de prêt qui traîne nulle part. Lui, il a le crédit parfait. Mais ça n'a rien à voir avec la femme et l'adresse. Mais c'est sûr que si ça fait 30 ans que tu es avec la même femme, c'est sûr que tu as divisé moins souvent. Ce qui va favoriser beaucoup le pointage, c'est 3 choses. La loyauté, la stabilité, puis la fidélité. Donc, plus ça fait longtemps que vous faites affaire avec les mêmes institutions, que vous avez des cartes de crédit depuis longtemps, faites pas l'erreur de fermer une carte que ça fait 20 ans que vous avez pour la remplacer pour une nouvelle carte. Là, votre pointage va prendre vraiment une drop significative. Donc, gardez les institutions avec qui ça fait longtemps qu'on fait affaire, privilégiez ceux-là. Est-ce que ça se peut que, tu sais, je regarde, je suis en train de penser... tu sais, souvent, avec les téléphones, ça, on va changer de forfait à tous les ans, tous les 2 ans, parce que là, le forfait vient à terme, puis ça peut avoir un impact? C'est sûr que ça a un impact. Donc, idéalement, comme je vous dis, c'est la fidélité, la loyauté et la stabilité. Donc, plus vous êtes fidèle avec les mêmes fournisseurs de crédit longtemps, meilleur que c'est pour votre pointage. OK. La notion de fidélité, je ne le savais pas. Ouais. Monsieur Paquette, je me suis amusé dans la préparation de l'entrevue. J'ai demandé à ChatGPT une question. Oui. Et j'aimerais ça valider avec vous si la machine est plus forte que l'homme. Alors, j'ai posé la question suivante. Donne-moi 3 questions à poser à un fraudeur. Donc là, j'ai hâte de voir les questions. C'est drôle parce que quand je l'ai tapé, il y a un warning qui s'est apparu en disant assurez-vous de respecter les conditions d'utilisation de ChatGPT. Je n'ai pas demandé comment frauder, mais j'ai fait une requête. Je fais une parenthèse. J'ai fait une requête sur les différentes fraudes. Je pourrais vous les sortir tantôt. J'ai les ai. Oui. Mais vous en avez déjà abordé quelques-unes.
Donc, il m'a répondu, ChatGPT m'a répondu comme suit. Si vous trouvez en contact avec quelqu'un que vous soupçonnez d'être un fraudeur, voici 3 questions que vous pourriez poser pour essayer de clarifier la situation. 1. Pouvez-vous me donner plus de détails sur l'offre, les services que vous proposez? Ça, c'est la première chose qu'il me dit. La deuxième, il dit, quelle est votre politique de remboursement ou d'annulation? Et la troisième, comment puis-je vérifier votre identité ou la légalité de votre entreprise? Donc, c'est quand même des questions pas pires. Mais est-ce que ChatGPT se trompe dans les types de questions à poser aux fraudeurs? Le truc là, pour répondre, c'est qu'il faut s'asseoir dans la chaise du fraudeur. Le fraudeur, il cherche la faille en toute chose. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Bien, il va répondre dans l'affirmative qui va tout fournir ces informations-là. Donc, la faille, elle est là. Donc, il va gagner la confiance de la personne, va la manipuler, puis il va réussir à l'escroquer, même si on a posé ces 3 questions-là. Oui, parce Ça que se peut-tu aussi que le fraudeur, il est allé aussi dans ChatGPT puis il a posé des questions. Ouais, Il n'y en a pas besoin. En fait, le meilleur truc là, pour déstabiliser un fraudeur, c'est toujours de renverser la question. Okay? Un exemple, je lui pose la question, est-ce que ton produit est fiable? Ah oui, il est fiable. Ah oui? Tu dis qu'il est fiable, pourquoi? Là, il va répondre pourquoi. OK, mais pourquoi tu dis ça? Et là, toujours retourner la question sans cesse. Et là, il va finir par échapper la balle parce qu'il n'est pas préparé à ça. OK. Donc, dans le fond, c'est quasiment les 5 pourquoi. On lui pose tout le temps la même question pour que... Pas nécessairement la même question, mais revirer la question. Okay? Comme un exemple, on va prendre un exemple. Je te dirais un exemple. Crois-tu en Dieu? Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Ben, ça dépend. Mais pourquoi ça dépend? Tu changes pas ta réponse. Ben, ça va dépendre du contexte. OK, mais c'est quoi le contexte? Ben, ça va dépendre des valeurs de la personne. OK, mais de quelle valeur, de quelle personne? Ben, ça va dépendre de moi et de ce que je crois. OK, mais toi, c'est quoi tu crois? Ben, c'est personnel. Tu vois, le malaise que tu as en ce moment, mais le fraudeur, ça va être la même chose. Là, il va se sentir coincé. Puis, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de raccrocher puis de mettre fin à l'appel. OK. Donc, j'espère qu'on en tire une bonne leçon parce que ChatGPT, c'est un outil qui peut être intéressant, mais ça ne dit pas tout. Là. Remarquez la réponse qu'on vient de recevoir sur les 3 questions qu'on pourrait se dire, moi, là, je vais me protéger, je vais poser ces 3 questions-là au fraudeur, puis je vais le démasquer. Mais finalement, c'est... Mais le plus important, c'est quand on fait ce jeu-là de poser des questions, il faut rester super gentil et agréable. Il faut avoir l'air presque innocent. Il ne faut surtout pas être agressif parce que là, si le fraudeur il se sent coincé de façon agressive, bien, il peut vouloir se venger puis il va faire du swatting. Donc, soit on raccroche ou soit quand la personne pose des questions comme ça, on fait juste renverser la question constamment, mais dans une innocence imprévisible. Là, comme si tu veux de plus en plus de l'information pour être sûr de ce que tu veux faire. Moi, je suis gentil avec toi. Là, je te pose des questions, mais pourquoi tu paniques? Ah oui, c'est ça. Puis rappelons-nous le swatting. Là, tantôt, on en a parlé. Les choses à ne pas faire. En fait, là, c'est super. On a fait le tour quand même de plusieurs choses super intéressantes. Je présume que vous avez sûrement quelques bonnes anecdotes ou quelques bonnes histoires de fraude à nous raconter. Alors, qu'est-ce qui vous vient en tête? J'en ai des dizaines, mais j'en ai 2 qui sont principalement marquantes. Une à laquelle j'ai pu assister, que j'ai pu parler avec la victime. L'autre, je n'étais pas présent, c'est arrivé il y a très longtemps. C'était à mon collègue qui était ancien lieutenant aux fraudes au SPVM. Donc, la première que j'ai eu l'occasion de voir, c'est qu'un jour, il y a un client qui vient nous voir au bureau puis qui nous dit « M. Paquette, je me suis fait frauder. » Bon, parfait, contez-moi votre histoire. Elle dit, je suis assis avec Solange, elle écoute 2 filles le matin, puis moi, je lis mon journal. On est lundi matin, il est 8h30, 9h à peu près. Puis je reçois un téléphone. Puis là, je réponds. Puis là, j'entends des gens qui crient, ça applaudit, des pétards, des trompettes. Et là, ça me dit, Monsieur Gariepi, donc fictif, vous venez de gagner un magnifique Jeep Cherokee 2018. Félicitations. Puis là, le monde, ça crie, puis tout. Et là, il y a des gens, il y a comme un animateur de la radio qui est là, qui parle en arrière, qui vient prendre le téléphone. Alors, Monsieur Gariepi, comment vous sentez aujourd'hui? Vous êtes le magnifique, vous êtes l'heureux gagnant. Puis et là, tout ça, là, lui, il se dit, mais voyons, je n'ai pas participé à aucun cours, ça doit être de la fraude, puis tout. Donc, après les 5-6 minutes que ça a duré, il raccroche, puis là, il regarde sa femme, il dit, hey, Solange, pour moi, c'est de la fraude, cette affaire-là. Moi, ça n'a pas d'allure. Là, ils ont dit au téléphone qu'ils allaient recevoir une boîte par Express Post avec tous les détails du concours qu'ils avaient gagné, du concours Sweepstake. Donc, 3 jours après, la boîte arrive, ça sonne à la porte, il rouvre la boîte. Et là, quand il regarde, il voit une photo avec des gens sur une scène qui tiennent une pancarte et c'est écrit « Félicitations, Gaston ».
Et puis là, il y a des confettis sur la photo qui tombent, il y a tout ça. Et là, dans la boîte, il y a des photos du Jeep, un certificat gagnant, plein de petits cadeaux et un set de clés de Jeep Cherokee. Alors là, il se dit, bien, coudonc, on a vraiment gagné. Et là, il y a un document qui dit, puisque le prix a été gagné en Ontario, eh bien, il faut payer les taxes puis le transport. Donc là, il remplit toutes les informations avec son permis de conduire, les numéros et tout ça. Et là, il dit à Solange, on va aller à la caisse, on va faire une traite bancaire de 9 400 $. On a quand même gagné un truck de 70 000. On va faire la traite bancaire, puis on va l'envoyer. Donc, il a envoyé la traite bancaire. Selon toi, Benoît, penses-tu qu'il a reçu son Jeep Cherokee? Non, je pense qu'il l'a peut-être attendu un petit peu. En fait, il ne l'a pas reçu, mais 3 mois plus tard, il reçoit un appel. Monsieur Garipi, oui, c'est moi. Bonjour, c'est syndic Intel d'Ontario. Je vous appelle parce qu'on est en train de faire la faillite de la compagnie Sweepstake et on a trouvé dans l'inventaire un Jeep Cherokee à votre nom. Monsieur Servé, Solange, j'ai retrouvé le Jeep. Alors là, lui, il est tout heureux de ça. Alors là, on lui dit, bien écoutez, on va vous envoyer le Jeep par transport, mais il faudrait que vous payiez les taxes et le transport. Mais je les ai déjà payés. Oui, mais ça, monsieur, ça a passé dans la faillite de la compagnie. Donc, il faudrait les repayer et faire ça au nom du huissier. Donc, il donne un nom, François Bergeron. Et le monsieur, il fait la traite bancaire, il l'envoie. Pensez-vous qu'il a eu son Jeep? Ça me surprendrait. Il ne l'a pas eu. Donc, c'est pas fait avoir une fois, il s'est fait avoir 2 fois. Et ça, en ce moment, là, c'est une grosse mode de la part des fraudeurs, c'est de réattaquer les victimes avec d'autres stratagèmes une fois qu'ils ont eu. Donc, une fois qu'ils établissent leur confiance, Oui. leur stratégie, c'est de revenir à la charge. Parce que, puis là, en plus, ils les ont déjà eu. Ils arrivent une deuxième fois, puis là, pouf, ils connaissent un peu la faiblesse. La grosse mode, là, en ce moment, c'est qu'ils vont les rappeler en se faisant passer pour des policiers qui vont dire, on a arrêté les fraudeurs, on a retrouvé votre argent. Mais là, on a besoin d'eux. C'est ça. Et après les policiers, là, c'est un avocat qui va appeler pour dire que finalement, les policiers, c'était des fraudeurs aussi. Et là, ils vont y arracher encore de l'argent. Et là, ça continue à perpétuité comme ça. Et moi, je me dis toujours, comment, tu sais, de se faire prendre une fois, je comprends. Mais de se faire prendre une deuxième fois, j'ai comme... Puis on en a parlé un petit peu au début tout à l'heure, c'est probablement les motifs, quelque chose, c'est... Oui. C'est la pas du gain. Là, la personne espère récupérer son argent. Mais tu sais, si on revient tantôt, on disait, c'est important de dénoncer, c'est important de porter plainte. Tu sais, je pense que c'est à partir de là que, tu sais, quand tu te fais avoir, si tu déclenches un mécanisme pour te protéger, là, si tu reçois un autre appel, ben, en place de leur envoyer l'argent, tu transmets l'information si tu as ouvert un dossier, parce que là, tu sais que tu as été pris en charge en quelque sorte. Est-ce que ça serait une bonne façon de s'auto-protéger là, à partir du moment qu'on sait qu'on s'est fait avoir une fois? Il faut toujours dénoncer, effectivement. J'ai un cas comme ça d'un client. Là, c'est un ami de ma mère, en fait, qui reste en Alberta. Il a reçu une lettre là, d'un bureau d'avocat disant qu'il y avait un héritage de son oncle qui était décédé à Londres. Tout ça semblait vrai, puisque les fraudeurs sont allés sur Ancestry, ils ont trouvé son arbre généalogique, puis là, ils ont associé ça à ça. Et là, ils ont dit qu'il y avait un héritage de 20 millions de dollars. Mais le monsieur, là, ça fait 2 ans et demi, il a envoyé 2 millions de dollars. Il a parlé à une fausse banquière, des faux avocats, des faux agents de la GRC, tout ça. Et là, quand il m'a envoyé les documents, là, je lui ai dit, envoie-moi les documents qu'ils t'ont donnés. Moi, je les ai vus. On a un département de fraude documentaire chez nous. On les a analysés. Je lui ai dit, ils sont tous faux, ces documents-là. Je lui ai dit, il a continué à envoyer de l'argent parce que là, il avait peur. Et là, aujourd'hui, il subit des menaces de mort de la part des fraudeurs. Mais voyons Hey, donc. Ouais. ça- Des menaces de mort. Ils ont arraché 2 millions. Là. Puis là, ils ne lâchent pas. Là, ils Mais tiennent. ils ont trouvé Ben oui. quelqu'un, puis envoyé. Ben oui. Mais cette personne-là n'a pas de recours, n'a pas rien, elle ne peut pas Il a peur. Il a peur. Fait qu'il Il veut a pas- vraiment peur. Fait qu'il il est complètement paralysé. Lui et sa femme sont paralysés. Ils ont envoyé 2 millions de dollars. Hey, C'est de l'argent, là. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Vous faites allusion au service que vous offrez. Tantôt, on sait, en fait, vous avez fait allusion sur votre chaîne YouTube Les mercredis, Je vais mettre le lien sur la page de Ben Lala, lorsqu'on va publier l'épisode. Je pense que vous offrez de la formation. Si les gens sont intrigués par ce que vous faites, comment est-ce qu'ils font pour vous rejoindre? À quelle place ils peuvent avoir de l'information?
y a-t-il des formations? Est-ce que Oui, vous oui. offrez de la formation? Vous allez sur le site afpf.ca, qui sont les diminutifs de l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Et on a un portail de formation en ligne que vous pouvez suivre à toute heure. C'est très accessible, c'est pas dispendieux. Et certaines formations sont reconnues soit par le barreau, l'OASIC, l'AMF, PHC, plusieurs ordres professionnels. On a un service aussi qui s'appelle Fraude Assistance pour les entreprises et les consommateurs. Donc, si vous êtes victime de fraude, on peut même retrouver vos sommes perdues. C'est possible. Donc, vous faites l'enquête. Comment ça... En fait, on a des gens qui travaillent avec nous qui vont faire ça. OK. Donc, l'Académie, on n'est pas détenteur d'un permis du BSP, mais on a des investigateurs qui travaillent de pair avec nous qui vont faire ce travail-là. OK. Bien, en lien avec votre expertise également. C'est ça. OK, M. Paquette, c'est un plaisir. Si vous Hey, revenez dans la région, venez me voir. Benoît, si tu me permets, Ben j'aurais oui. une question. Moi, j'ai un ami, Oui. OK, qui garde toutes ses données dans un cellulaire. Ses photos de passeport, c'est une bonne idée. Non, c'est une très mauvaise idée. D'abord, il y a beaucoup de gens qui utilisent la reconnaissance faciale. Hein. Sachez que quelqu'un prend votre téléphone. Je l'ai fait tout à l'heure. Notre ami Yannick, pendant qu'il parlait, j'ai pris son téléphone à côté de lui à son insu. Je l'ai ouvert, j'ai entré dedans. J'aurais pu entrer dans son compte de banque et virer de l'argent, tout ça en l'espace de 2 minutes, et il ne voyait rien parce qu'il était occupé à parler avec quelqu'un. Donc, la reconnaissance faciale, ça devrait être... L'idée est noble, hein, parce que si quelqu'un trouve votre téléphone, il ne peut pas l'ouvrir sans que vous soyez là. Mais par contre, si un fraudeur vous séquestre, il prend votre téléphone, mais il peut ouvrir votre application bancaire et votre téléphone et détourner de l'argent. Puis, si vous détenez aussi autant d'informations dans votre téléphone, c'est dangereux puisque il y a une fraude en ce moment avec les codes QR, où ce que les fraudeurs vont coller des codes QR qui contiennent des sites malveillants, qui vont coller par-dessus des codes QR dans les entreprises, des écoles, des commerces, des activités publiques. Et là, les gens prennent une photo. Pendant qu'ils prennent la photo, leur cellulaire capte en arrière le code QR et là, il peut avoir un logiciel malveillant qui s'installe dans le téléphone. Et souvent, ce sont des logiciels de surveillance parentale. Donc, ils ont accès à vos caméras, photos, micros, tout ça. Et quand vous allez dans votre compte de banque, si vous ne déloguez pas à l'instant quand vous avez terminé, que la fenêtre reste ouverte pendant les 2 minutes, eh bien, le fraudeur, lui, va s'en aller dedans, il va virer de l'argent à votre insu. Et là, votre institution financière ne paiera pas pour ça, puisque votre application a été ouverte à l'aide de votre reconnaissance faciale ou votre empreinte digitale. Ah, ouais. Donc, vous êtes responsable. OK. OK. Je pense que mon ami va être content de savoir ça. Ben, très bonne question, Marc, pour fermer cet entretien. Alors, M. Paquette, vous revenez quand vous voulez dans Ben Lala. Alors, mes chers amis, il ne me reste qu'à vous dire, vous pouvez nous suivre sur benlala.ca sur toutes les plateformes. Ben là, Et là. il me reste qu'à vous dire, les amis, ciao, ciao.